Angalia kwa mfano moya. Bale benye wako na basema mwende mbarabara. Ninapatia mfano paske banatusemaka. Jimie si kosea kusema watu. Mtu mzima unaweza kufisha baba yako, unamwacha mfrigo, maiti unaiacha mfrigo, miezi 10 ndio inafika sasa. Uko na tanga mudunia kuma radio uko nalalamika ni troisième mandat baba yuko mfrigo, nasa kwa saa. Kama bafu ngoma nafufukaka, afufuke. Kile baridi naisha mupiga. Sasa nafufuka anasema mtoto wangu. Hii ndio baridi yenyewe unaeneza miezi 10. Na sasa la malédiction. Kama mtu mzima sur cette terre, baba yako anakufa, wewe unaona ifo kumwacha mubaridi, ya morgue miezi 10, chiko na tanga kuma radio, kuma nini. Mais ça me naonaka ba aventurier voilà. Ba aventurier malheureusement un pays qui n'a pas de chance. Unaona na baiki banakuwa bakubwa. Malheureusement na mimi ninga chapa gouverneur qui mnakuwa nasema tu excellence. Itakuwa tu Mungu tu. Laurent Désiré Kabila qui a réunifié le pays en 2004. 2. Julien Paluku reconnaît que Joseph Kabila a vaincu les insurrections et révoltes. 3. Julien Paluku reconnaît que c'est grâce à Joseph Kabila que lui, Julien Paluku, est devenu premier gouverneur élu au Nord Kivu. 4. Julien Paluku reconnaît que c'est en 2008, je précise et j'insiste là-bas, Joseph Kabila était auprès de lui, l'encourageant à gouverner et résister contre l'insécurité. Joseph Kabila l'a protégé contre plus de 10 motions des députés qui n'en voulaient plus de lui. Joseph Kabila est venu même assister personnellement Julien Paluku en envoyant le ministre de l'Intérieur, Bwana Sefou, pour dire aux députés: restez dans la logique du chef. Vous ne pouvez pas faire tomber ce gouverneur qui est encore aimé par le président de la République. C'était ici à la baie du Gel. 5. Julien Paluku reconnaît les efforts de Joseph Kabila depuis 2007 à lancer la pacification du Nord Kivu et du Sud Kivu avec toutes les périodes et épisodes du programme Amani de Umoja Wetu. Il le dit. 6. Julien Paluku reconnaît que c'est Joseph Kabila, le fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui le 23 mars 2009, ici à Goma, avait fait signer les accords du 23 mars, qui ont été sabotés un peu plus tard par les opposants et par Kinshasa. Effectivement. 7. Julien Paluku vante Joseph Kabila, fils de Mzee Kabila, d'avoir imaginé et d'avoir donné avec le général Didier Etumba l'opération Pomme Orange qui avait mis fin à la guerre de Tchanzo en 2013 en plein dialogue de Kampala. La guerre était finie depuis et c'est le régime Tshilombo qui a trompé le M23 ici en l'amenant à Kinshasa. 8. Julien Paluku reconnaît que le fils de Mzee a cédé le pouvoir en 2019 tout jeune et a mené la première passation pacifique et civilisé du pouvoir à son successeur. 9. Julien Paluku JPK reconnaît que JKK, Joseph Kabila Kabange, a été salué dans le monde comme ancien jeune, tout jeune président qui a cédé le pouvoir encore jeune. 10. JPK Julien Paluku reconnaît que JKK, Joseph Kabila Kabange, est un grand homme qui, à travers le monde, a eu le respect de ses homologues. Ce sont ses propres mots qu'il a essayé de dire autrement. 11. Julien Paluku semble regretter d'être mis à côté dans cette révolution qui lui a été formé, lui qui a été formé par Mzee Laurent Désiré Kabila, devrait être là, à côté encore de Joseph Kabila et des révolutionnaires de l'AFC 23, puisque lui, Julien Paluku, était parmi les tout premiers jeunes formés par Mzee Kabila lui-même. D'abord, formation idéologique ici à Goma, à Litige, à la baie de Gel, et puis à Kinshasa, où il a été un des premiers administrateurs du territoire avec l'écharpe d'administrateur du territoire donnée par Mzee Laurent Désiré Kabila. Il n'a jamais oublié que c'est le fils de Mzee Laurent Désiré Kabila qui l'a protégé. 12. Julien Paluku se sent en insécurité à Kinshasa sans Joseph Kabila, car il avait déjà accusé et injurié Félix Tshilombo d'être un irresponsable qui ne sait même pas enterrer son père. Et que si Tshilombo devenait président, lui qui était gouverneur, il va le saluer, Excellence,
chance, donc le Congo n'a pas de chance. Voilà, en 12 points, ce que Julien Paluku a dit dans ses propres termes. Il a dit qu'on envoie toutes ces questions aux journalistes de Goma, et bien sûr, moi, comme journaliste de Goma, je lui renvoie les questions et je le félicite. Monsieur l'ancien gouverneur, 12 ans, qui a bien gouverné avec Joseph Kabila. Félicitations, très cher Julien Paluku, très cher Paluku. C'est Paluku qui parle. Ce que nous avons vu ici dans la ville de Goma, qui ont été approchés, qui ont été sensibilisés, qui ont été libérés des FDL, ils avaient des cartes d'électeurs congolais. Ils avaient également les cartes des Rwandais, l'identité du Rwanda. Aucun d'entre eux n'avait une carte des réfugiés. Aucun. Étaient-ils des réfugiés ou pas? C'est la question que tout le monde peut poser. Parce que moi, je n'ai jamais vu, peut-être les journalistes qui sont ici, Malivika et Bassabo, ce qu'ils me disent, parce qu'ils ont toujours été ici. C'est des garçons de Goma qui connaissent bien Goma. S'ils ont déjà vu un seul camp de réfugiés rwandais sur notre territoire, je ne sais pas. Ça n'existait pas. Alors la question, étaient-ils des réfugiés ou était-il autre chose? Ça, je laisse à tous les journalistes de pouvoir déceler ce mystère-là. Alors, donc, il n'y a aucun lien entre le retour des réfugiés rwandais avec les retours ou la préparation des retours des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et Kinshasa dit que ces réfugiés ont été forcés à rentrer chez eux. Quand nous les avons remis entre les mains du HCR, nous n'avons pas demandé au HCR de les contraindre à rentrer. Et comme vous avez vu, c'était des réfugiés ou des personnes qui étaient prises en otage par les FDR qui étaient dans la ville et qui continuaient à s'en servir pour je ne sais pas moi quoi. Et lorsque nous les avons libérés, ils étaient contents, vous les avez vus. Ils voulaient tous rentrer dans leur pays. Parce que c'était une occasion pour eux. D'ailleurs, je crois que dans la plupart des cas, pour les réfugiés qui s'étaient approchés de leurs frontières, l'intention c'était un jour de rentrer dans leur pays. Alors, lorsque nous les avons libérés de ces FDL, tous se sont prononcés pour le retour dans leur pays. Du reste, s'ils avaient opté pour rester dans notre pays, je crois que les HCR nous auraient demandé, nous auraient dit que voilà, ils veulent rester ici. Alors nous, on aurait répondu aux HCR, voilà, vous créez des camps de réfugiés pour eux. Ça serait la seule réponse. Vous savez, les amis, nous avons été réfugiés. Nous savons ce que c'est la vie des réfugiés. C'est pourquoi nous avons décidé de ne plus jamais, et alors au grand jamais, créer des conditions qui puissent pousser nos populations à aller en réfugié. Nous avons décidé de créer des conditions inverses, c'est-à-dire des conditions qui encouragent tous les Congolais qui sont à l'extérieur du pays de venir au pays. Parce que nous avons souffert. Lorsque vous êtes réfugié, vous n'avez aucun honneur. Vous n'avez aucune dignité. On peut vous jeter à la porte comme on veut. Moi, comme réfugié, on m'a chassé du pays des réfugiés. J'ai souffert avec ma famille. Raison pour laquelle je ne peux pas aujourd'hui encourager les Congolais à aller en réfugié. Je suis obligé, avec la petite parcelle de pouvoir que je puisse avoir, de créer des conditions favorables pour que ceux qui se sentent en insécurité puissent se sentir en sécurité. Ceux qui veulent quitter le pays puissent trouver que chez eux, il vaut mieux y rester qu'aller en refuge. Je vais créer des conditions de telle sorte que ceux qui sont en refuge
soient attirés par leur pays plutôt que d'aller vivre en réfugié. Il n'y a aucun honneur d'être réfugié. Aucun. Voilà pourquoi nous ne pouvons forcer personne qui est réfugié dans notre pays de rentrer chez nous. Non, nous lui donnons la possibilité d'être chez nous. S'il pense que c'est chez nous, il peut mieux vivre. Évidemment, nous créons des conditions pour ça. Mais malheureusement, chez nous, il est difficile de savoir qui est réfugié et qui ne l'est pas. Lorsque vous allez dans les pays voisins ici, vous allez voir qu'il y a autant de camps de réfugiés. Tout celui qui se dit être réfugié, il est reconnu comme réfugié. Il a le statut de réfugié. Il est enregistré au OAC. Mais vos réfugiés ici sont difficilement traçables par l'OAC. Et moi, je n'ai jamais vu de réfugiés armés dans un pays. Peut-être chez vous en Europe, peut-être qu'il y en a, je n'en connais pas. Mais ça n'existait pas. Je comprends la colère de Kinshasa. Il s'est servi des enfants de ces réfugiés rwandais pour les utiliser comme le fer de lance de son armée. Je n'ai jamais vu des réfugiés dans un pays qui prennent des pans des territoires de ce pays-là, des refuges, et qui deviennent des propriétaires terriens qui se substituent au gouvernement de ce pays pour commencer à vendre des terres à des citoyens de ce pays. Je n'ai jamais vu ça. Vous l'avez vu peut-être. Nous avons vu ça ici. Je n'ai jamais vu de réfugiés armés dans un pays de refuge et qui commencent à percevoir des taxes sur les nationaux. Ils imposent des taxes aux nationaux. Je n'ai jamais vu ce genre de réfugiés. Si vous en connaissez, dites-le nous. Je n'ai jamais vu des réfugiés qui investissent le parc d'un pays. Ils coupent le bois. Ils créent des aides dans le parc. Ils se font des millions sur notre parc. Et le rapport de Nations Unies l'a indiqué. Ils se font des centaines de millions par an. Je n'ai jamais vu des réfugiés qui investissent un pays d'autrui, armes à la main, et qui exigent à toutes les personnes qui détiennent les fermes dans leur propre pays de payer des taxes de sécurité à eux, sinon ils vont venir. Je n'ai jamais vu ça, moi. Si aujourd'hui, maintenant, comme ils rentrent chez eux, ils deviennent des réfugiés qu'on contraint à partir chez eux, eh bien, que Kinshasa nous prouve quelque part que ces gens-là, avec leurs méthodes, avec leur façon de vivre chez nous, avec les exactions qu'ils ont commises sur des populations, dans mon village, il y a eu des femmes éventrées par ces gens-là, dont les fœtus ont été sortis du ventre, découpés, et on a obligé les parents à manger la chair humaine. Dans mon village. Alors, c'est quel genre de réfugiés, ces gens-là? Je n'ai jamais vu des réfugiés qui viennent dans un pays, après avoir commis le génocide chez eux, et qui viennent idéologiser la population locale, la société civile, la politique congolaise, les créer des groupes armés, pour continuer leur œuvre dans ce pays-là. Je n'ai jamais vu ce genre de réfugiés. Si vous l'avez déjà vu, écoutez, dites-le. Et dans quel pays? Voilà le genre de réfugiés que Kinshasa défend aujourd'hui, prétend défendre. Mais nous savons qu'il y a des citoyens rwandais, des civils qui ont été pris en otage par des groupes armés constitués par les anciens génocidaires rwandais et qui ont réussi à instrumentaliser les enfants qui sont nés. Vous savez que dès 1994, quand ils sont arrivés ici, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé une trentaine d'années. Donc un jeune qui est né en brousse en 1994, c'est celui-là qui est devenu aujourd'hui le commandant des opérations FDL.
Alors imaginez-vous un enfant. Quand il naît, on lui apprend la seule chose et qu'il sait dans la vie. Celui qui est à la base de ton malheur, qui t'empêche de vivre dans ton pays, il s'appelle Tutsi, il est au Congo et au Rwanda. On lui répète ça matin, midi et soir. Il est dans la brousse, il souffre. Imaginez-vous cet enfant, arme à la main, ce qu'il va faire. Un seul instant. Imaginez-vous ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est à partir de ce genre de choses qu'on a vu des enfants tellement en colère, tellement remontés, que lorsqu'ils trouvent celui qu'on les représente comme aimé, non seulement il ne peut même pas lui tirer une balle dans la tête, il le découpe à la machette et il ne se limite pas là. Il se donne le plaisir de manger sa chair pour, en quelque sorte, se défouler leur colère. C'est ça le genre de réfugiés dont parle le gouvernement de Kinshasa. Moi, j'aurais souhaité un jour voir le régime de Kinshasa organiser des procès des FDLR en disant: vous avez tué sur notre territoire congolais, vous avez ravagé les biens ici, vous devez répondre. J'aurais souhaité ça, je n'ai jamais vu ça. Ils ont phagocyté la classe politique congolaise de manière à la mettre sous son service. La classe politique a été au service des FDLR dans ce pays. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Jusqu'à épouser son discours, jusqu'à être son porte-parole. Alors, qui est le supplétif de qui? C'est la question. En réalité, c'est le gouvernement congolais, avec la société civile, avec les groupes armés qui ont été au service des FDLR. C'est ça la vérité. Au point même d'être incapables de les rendre responsables des crimes qu'ils ont commis chez nous. Ils ont été pris en otage par ces gens-là. Et que le chef de l'État congolais s'est donné le loisir de dire à la place publique, il dit: nous allons aider ces gens-là à prendre le pouvoir chez eux. Connaît-il ce qu'ils ont fait dans nos villages, ces gens-là? C'est ce président de la République. Et s'il connaît même son pays, et s'il connaît notre